Bienvenue dans Tipeee Talks. Saviez-vous que près de 20% de la population suisse affirme avoir déjà souffert d'un burn-out? Catherine Vazet, spécialiste du sujet, donne des pistes aux managers pour accompagner leurs équipes et à tout à chacun pour s'en prémunir. Karatéka et praticienne d'aïkido, tu es également psychologue et auteur de différents ouvrages, dont le petit dernier, La boîte à outils de votre santé au travail. On l'aura compris, ton dada, c'est la psychologie du travail et la prévention du burn-out en particulier. Ça fait plus de 20 ans que tu accompagnes les entreprises par rapport à cette thématique-là. Donc, bonjour Catherine Vazet. Bonjour. Alors, première question. Psychologie du travail, burn-out, ça fait plus de 20 ans, c'était pas franchement hyper connu. Maintenant, ça explose, mais enfin, je veux dire, à l'époque, tu étais vraiment une pionnière. Comment tu es arrivée, en fait, sur cette thématique? Alors, j'y suis arrivée parce que moi, j'ai fait l'expérience du burn-out quand j'étais en fin de formation à l'école d'infirmière. Et c'était il y a un peu plus de 25 ans. Et puis à cette époque-là, on ne parlait pas du tout du burn-out, je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'ai tant bien que mal, alors j'ai échoué à la fin des études. Ça m'a fait devoir détourner ma carrière vers un ailleurs que je ne connaissais pas encore. J'ai choisi la psychologie parce que c'est ça qui m'intéressait. Et puis je me suis remise tant bien que mal avec les moyens du bord. Et je pense que cette expérience-là, ça m'a motivée, le fait de me retrouver sans rien, sans aide possible, sans même mettre des mots sur ce qui m'arrivait, des mots sur ma souffrance. Je considérais que j'étais en échec, comme si j'avais manqué de volonté, alors que ce n'était pas le cas. Donc il y a tout ça qui m'avait heurté, choqué en fait, à l'époque. Quand j'ai étudié à l'université en psychologie, ça m'a toujours intéressé l'être humain au travail, donc l'adulte au travail. Je trouve que le travail, c'est une sphère où il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de challenges, et puis c'est très intéressant de voir qu'est-ce qu'on en fait en tant qu'être humain. Donc après, quand j'ai travaillé en tant que psychologue dans les entreprises, en tant que formatrice d'adultes, dans les cours, j'ai réalisé qu'il y avait en fait d'autres personnes qui, comme moi, avaient vécu un burn-out, comme moi à l'époque, n'avaient pas pu mettre des mots sur cette souffrance, parce qu'on n'en parlait pas. Et puis moi, je leur expliquais ce que c'était. Puis c'est là qu'ils disaient « Ah, mais c'est ça qui m'arrive !» C'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu. Ah, mais c'est pas une erreur, c'est pas un problème, c'était pas de ma part, c'était pas volontaire. Donc, comme s'il y a une sorte de soulagement aussi, de pouvoir mettre des mots sur la souffrance qui avait été vécue. Donc, c'est ça qui m'a après motivée d'en faire vraiment mon expertise. Donc après, je me suis formée en tant que gestalt thérapeute pour pouvoir accompagner les gens en souffrance. J'ai ouvert mon cabinet, puis tout de suite, j'ai décidé de prendre le burn-out comme thématique. Voilà, c'était focusé là-dessus, quoi. Voilà. Et puis par rapport à mon expérience de vie, par rapport à mes expériences aussi professionnelles de cette époque-là, ça avait beaucoup de sens de travailler avec cette matière. Puis je ne pouvais pas que accompagner les gens burn-out qui étaient vraiment dans une grande souffrance sans faire par ailleurs de la prévention. La prévention, donc c'est allier les deux. Pour moi, c'était trop compliqué de ramasser toujours les pots cassés. Puis quand c'est un peu trop tard, quoi, d'une certaine manière. Ouais. Donc j'ai toujours fait en parallèle les deux. Traitement, accompagnement individuel et prévention en entreprise. D'accord. Alors justement, tu disais mettre des mots. C'est quoi finalement le burn-out? Alors le burn-out, c'est un épuisement dû au stress chronique. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment un épuisement de notre corps qui a été trop sollicité. Le stress, c'est quelque chose qui nous agite, qui nous donne beaucoup d'énergie. C'est comme si on appuie sur la pédale d'accélérateur de notre corps. Et puis c'est comme une voiture, si on sollicite trop, si on est pied au plancher tout le temps à foncer, il y a un moment donné, ça consomme plus d'essence, ça use aussi le moteur. C'est pareil pour notre corps aussi, à force d'être trop tendu pendant trop longtemps, 24 heures sur 24, il y a un moment donné, ça épuise le corps. Donc ce qu'il faut voir, c'est que c'est d'abord un épuisement du corps, donc un épuisement de notre organisme, qui va avoir des répercussions sur l'équilibre psychologique, notre morale, etc.
Et c'est pas comme la dépression où on a une atteinte au niveau psychique qui va avoir des répercussions sur le Qu'on corps. somatise, d'accord. Donc c'est très important, à mon avis, de faire bien la différence distinction. entre burn-out et dépression. C'est vraiment deux choses différentes. Et au niveau physiologique, le burn-out, on peut le voir, c'est la pédale d'accélérateur du corps au niveau physiologique, ça s'appelle le système nerveux sympathique, qui nous permet d'accélérer. Et puis le frein, parce que dans une voiture, il faut aussi un frein. C'est tout ce qui nous permet de nous calmer, de récupérer, etc. C'est le parasympathique, dont le nerf vague, qui est une partie très importante de notre organisme. Puis dans le burn-out, ce qu'on peut voir, c'est que ces deux parties de notre système nerveux autonome sont atteintes. Donc l'accélérateur ne fonctionne plus et le frein ne fonctionne plus non plus. Ce qui a beaucoup de conséquences, hein, parce que ça veut dire qu'on n'est plus capable de se concentrer, on n'est plus capable d'accélérer, de faire des choses, il n'y a plus d'énergie pour le faire. Et puis par ailleurs, on n'est plus capable non plus à se détendre. Donc il y a une tension permanente qui commence à s'installer. Et puis aussi, ça se manifeste dans les pensées, où il y a plein de pensées à la minute, une sorte de saturation mentale aussi, qui fait que ça entretient le stress. Donc il faut aussi considérer le burn-out comme un processus. Ce n'est pas un état, ce n'est pas je suis en burn-out, je ne suis pas. Ça se met en place. C'est un processus qui évolue sur un moyen long terme. D'accord. Et puis le stress, c'est pas tellement dangereux pour notre santé. C'est quand même bien d'être stressé, quoi. Le corps est fait pour stresser. Hein. On est tout à fait apte à faire face à des situations de stress. Parce qu'on est quand même meilleur. Pendant quelques semaines, pendant des fois plusieurs mois. Ça devient dangereux après 6 mois de stress chronique. D'accord. Puis quand on voit les gens en burn-out, ça fait 1 année et demie, 2 ans, voire plus, qui sont dans le stress chronique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est sur un moyen à long terme, qui s'installe. C'est insidieux parce que ça s'installe petit à petit, et c'est pour ça qu'on ne se rend pas forcément compte. Donc du coup, si je comprends bien, ça veut dire que, d'une certaine manière, n'importe qui pourrait être touché. Alors, ou bien est-ce qu'il y a des prédispositions individuelles, ou je sais pas, on est né avec un mauvais frein, il y a un problème dans l'usinage? Non, alors les personnes qui ont fait de la prévention puis qui sont attentives à elles, conscientes de ça, elles vont pouvoir se préserver. Comment elles se préservent? Elles vont instaurer, c'est pas le fait de ne pas stresser, ça c'est illusoire en fait, d'essayer de ne pas stresser. Par contre, c'est le fait de, quand je stresse, je récupère derrière. J'appuie sur l'accélérateur, je freine. Je fais des services à ma voiture. J'accélère, je freine. D'accord. Et puis à chaque fois qu'on récupère, on se prépare pour une nouvelle manière de stresser. En fait. Donc quand on est équilibré par rapport à ça, on risque rien. Maintenant, pour quelqu'un qui risque le burn-out, ça va être quelqu'un qui est engagé dans son travail. Ça, c'est une condition première. D'accord. Le burn-out ne va pas arriver à quelqu'un pour qui le travail n'est pas important, qui n'est pas engagé dans son travail, ou qui est flemmard, ou qui est paresseux, etc. Ceux-là, ils auront d'autres problèmes, mais pas le problème du burn-out. Donc il faut être engagé dans son travail. Il faut aussi, des fois, même s'identifier fortement à notre rôle professionnel, qui fait l'engagement, qui fait une attitude vraiment je me sens concernée, j'ai envie de bien faire dans mon travail. Souvent, on voit que ça arrive plutôt à des personnes de profil de type fort, c'est-à-dire des personnes qui, normalement, n'ont pas de problème dans le travail, qui sont fidèles au poste, qui sont presque jamais absents. Des bons collaborateurs. Des bons collaborateurs qui aussi aident les autres, qui ont tendance à aussi être soutenants, et puis qui n'ont pas l'habitude de demander de l'aide, parce qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Ils font tout. Donc c'est vraiment les bons collaborateurs. Donc c'est vrai que quand ces personnes-là sont absentes pendant plusieurs mois parce qu'ils sont en burn-out, ça peut vraiment avoir beaucoup de conséquences sur la productivité d'une entreprise. Mais tu vois, on parle beaucoup de charge mentale, ce genre de choses. Est-ce que finalement, le burn-out, c'est exclusivement centré dans le contexte professionnel, ou est-ce qu'on peut aussi avoir un burn-out parce que, je ne sais pas, entre les enfants, ou bien même des jeunes qui feraient des activités sportives ou ce genre de choses, est-ce que ça rentre aussi dans la définition de burn-out ou pas forcément? Alors, actuellement, on est en train de conceptualiser le burn-out comme une pathologie. Ce n'est pas encore complètement finalisé. Au niveau des recherches scientifiques, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Et puis l'OMS c'est l'OMS qui donne la direction pour définir les nouvelles pathologies, dont le burn-out fait partie.
Pour l'instant, c'est défini comme le burn-out, c'est défini comme un diagnostic accompagnant, mais pas primaire. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas dire j'ai un diagnostic burn-out. C'est un diagnostic accompagnant pour l'instant. Et puis, dans la définition qu'ils ont, nouvelle définition qu'ils ont donnée en 2022, le burn-out, c'est un épuisement dû à un stress professionnel qui n'a pas été géré correctement. Il les laisse quand même dans ce contexte-là. Donc, il donne la voie que le burn-out, c'est professionnel. Ok. Après, ça, c'est la définition qui est donnée par l'OMS. Maintenant, quand on voit les gens, que je les reçois dans le cabinet, tout stress peut amener à s'épuiser, évidemment. Parce que dans la physiologie, que je sois stressée parce que je suis proche aidante pour un de mes parents malades, ou parce que j'ai des enfants où il y a des difficultés, ou parce qu'il y a d'autres choses dans ma vie privée qui m'habitent et qui me mettent du stress. Bien sûr que tout ça, ça s'accumule, en fait. Et puis, si j'ai en plus du stress au travail, ça fait que pencher la balance beaucoup de choses usantes. D'accord. Et tu parlais de prévention, que c'était la première, une des deux possibilités, prévention, puis après, qu'est-ce qu'on fait lorsque c'est là. Mais finalement, la prévention, c'est compliqué parce que j'imagine aussi, au niveau des entreprises, on peut te rétorquer en disant « mais c'est pas de ma responsabilité, quoi. » Finalement, les gens, c'est à eux à gérer leur stress d'une certaine manière. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ? Actuellement, une entreprise qui dirait ça, elle est absolument inconsciente. Elle burn ses collaborateurs. Elle risque en tout cas de le faire. Non, c'est inconscient par rapport à la productivité, en fait. La rentabilité, parce que c'est comme j'ai dit avant, les personnes les plus à risque, c'est les collaborateurs de type fort. Très bon, ouais. Quand ces personnes-là sont absentes, c'est vrai que ça a beaucoup de conséquences. Et puis, il y a aussi une autre part qui montre que les entreprises qui ne s'occupent pas du problème du burn-out, ça aura des conséquences aussi sur les engagements. Actuellement, on voit que les personnes, elles veulent avoir un bon salaire pour être engagées quelque part, mais elles regardent aussi les conditions de travail. Et ça devient de plus en plus important. Dans les jeunes générations, ça devient presque équivalent au niveau... Voilà, j'ai un salaire normal. Après, ce qui fait la différence, ce n'est pas une augmentation du salaire, c'est l'équilibre de vie que je peux trouver. Donc, ça veut dire à quel point je peux quand même vivre bien dans ma vie privée, avoir peut-être de l'autonomie dans mes horaires, que sais-je. Tout ça, ça a beaucoup d'importance. Donc, si une entreprise pense, de toute façon, le burn-out, c'est individuel, je ne m'en occupe pas, dommage. Comme le marché est un peu sec, ça risque d'être un peu compliqué. Oui, parce que dans les engagements, les gens ils vont choisir plutôt l'entreprise où il y a un soin qui est mis là-dedans. Ouais, il y a vraiment cette responsabilité sociale. Donc, alors, prévention. Comment on prévient alors le burn-out Oui, alors il y a deux parties dans la prévention. Il y a la prévention individuelle, qu'est-ce que chaque personne peut faire individuellement pour se préserver. Puis après, il y a la partie prévention organisationnelle, qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour préserver les collaborateurs. Donc là-dedans, je ne sais pas par quoi vous voulez que je commence. Allez, on va dire la version entreprise alors. Alors la version entreprise, c'est pas compliqué à faire en fait. Tout le monde pense que c'est compliqué. La première chose, c'est informer. Donc sensibiliser tous les collaborateurs. Qu'est-ce que c'est le burn-out? Qui serait le plus à risque? Comment ça se manifeste au niveau des signaux d'alerte? Comment faire le bilan pour soi-même des facteurs de risque du terrain favorable? Et puis, quoi mettre en place dans une prévention individuelle. Ça, c'est vraiment la base de la sensibilisation à tout à chacun dans toute l'entreprise. Quand on fait ça, on permet aux gens de se rendre compte s'ils sont dans un déséquilibre et demander de l'aide. Deuxième partie de la prévention organisationnelle, c'est former tous les chefs de proximité à identifier un collaborateur qui serait en déséquilibre. Ces signaux, justement, ces signaux d'alerte. Alors, on n'attend pas que la personne soit en arrêt de travail, en burn-out. Il faut dépister de manière plus précoce. Au moment où la personne elle est dans le stress chronique, il y a des signaux qui vont alerter de la chose. C'est bien d'attraper les gens à ce moment-là. Donc, si je comprends bien, c'est cette prise de conscience. C'est soit, moi, je te fais un espèce d'effet miroir et je dis à l'autre, écoute, là, je crois qu'il y a des trucs, ça va pas trop. Ou alors la personne elle-même qui dit, tiens, j'ai des trucs...
pas normal. Et c'est plus facile pour un chef de proximité de pouvoir interpeller un collaborateur, collaboratrice. Ah, mais j'ai l'impression que là, tu as beaucoup de stress, tu as l'air fatigué. Qu'en est-il par rapport au burn-out dont on a parlé par ailleurs dans En prévention, voilà. C'est plus facile d'en parler que si on n'en a jamais parlé. À ce moment-là, il y a souvent un déni, ou il y a un tabou, où c'est compliqué d'aborder le sujet. Ouais. Puis quand même, c'est aussi accepter peut-être que je suis dans un moment de vulnérabilité, et ça, au niveau professionnel, c'est pas toujours évident, effectivement. Oui, surtout pour un profil de type fort. C'est des Oui, personnes qui ne vont pas se revoir comme ça, en fait. Ouais. Et ils n'ont pas du tout l'habitude de dire « là, j'y arrive pas ». Ils vont toujours chercher une manière de se débrouiller quand même tout seul. Donc on a un vrai rôle à aller dire à quelqu'un « écoute, là, je crois que tu vas pas très bien ». Oui. Après, l'autre part, qui est le rôle aussi pour moi du chef de proximité, c'est d'identifier de manière locale les facteurs de risque de burn-out pour l'équipe. Okay. Puis ça se fait avec une simple grille de lecture. D'un côté, on a des choses qui usent les gens à petit feu, donc c'est pas forcément le stress aigu qu'on va chercher, c'est tout ce qui nous prend de l'énergie. Et puis on a dit 10 fois qu'il fallait que ça change, mais ça change pas. Puis c'est pas grave en soi, mais ça use à petit feu. Et puis d'un autre côté, c'est aussi faire le bilan sur qu'est-ce qui nous redonne l'énergie. Donc usure, ressources, au travail. C'est un peu ton frein et ton accélérateur de tout à l'heure, quoi. C'est un peu ça. Ouais, ce qu'on veut voir, c'est voilà, il y a des choses qui me prennent de l'énergie au travail, il y a des choses qui me donnent de l'énergie au travail. Qui me ressourcent. Et puis ce qu'on cherche à faire dans la prévention, c'est pas éliminer tout ce qui est stressant, ce serait illusoire. Et la vie est ainsi faite. Ça ne marche pas de façon comme ça. Par contre, voilà, je constate qu'il y a des choses qui sont stressantes, usantes pour mes collaborateurs. J'identifie ce que c'est. Il y a certaines choses sur lesquelles moi, en tant que chef, je peux agir, je peux changer, ça va peut-être améliorer la chose. Puis il y a des choses que je ne peux pas changer. Puis après, je regarde qu'est-ce qui est ressource qui donne l'énergie aux gens dans mon équipe. Puis ça peut être, par exemple, l'ambiance d'équipe, la solidarité entre les gens, le sens l'utilité du travail. Donc peut-être que je vais pouvoir donner du sens aux gens, leur expliquer ce qui se passe. Ça va peut-être favoriser, leur redonner de l'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la même activité, si on fait une activité où il n'y a pas de sens pour nous, on ne se sent pas utile, qu'on se dit « mais ça ne sert à rien ce que je suis en train de faire », ça va être très lourd à faire. Puis même activité, si ça a beaucoup de sens, ça va me donner de l'énergie pour le faire. Donc le sens de ce qu'on fait, c'est extrêmement important en fait. Donc on a comme ça, on fait un peu le bilan par rapport à tout ce qui aide les collaborateurs dans l'équipe à gagner en énergie. Ça peut être aussi un challenge qui est motivant, parce que quand on est bien réquisitionné dans nos compétences, ça va nous donner de l'énergie. Ouais. Ça va être satisfaisant. Si on est sous-utilisé dans nos compétences, on va s'ennuyer. C'est pas bon. Donc il y a un juste équilibre à trouver. Alors justement, par rapport aux signaux d'alerte, tu parlais tout à l'heure, c'est quoi un peu ces signaux d'alerte? Admettons, j'ai des collaborateurs, je suis sensibilisée, ok, je sais que ça existe, mais maintenant, c'est quoi ces signes? Alors, les signaux d'alerte, ça va être si je suis responsable, chef de mon équipe, je vais le voir parce qu'il y a un changement de comportement. En principe, c'est pour ça qu'on essaie de faire une prévention locale, c'est que je connais les collaborateurs, j'ai l'habitude voilà, je sais plus ou moins comment ils travaillent. Et puis, pour un collaborateur qui était motivé, qui commence à être démotivé, bizarrement, ou qui ne trouve plus le sens, quelqu'un qui était sans faille, qui travaillait sans faire d'erreurs, etc., qui commence à faire des erreurs. Bizarre, ouais. Quelqu'un qui travaille à un bon rythme, qui commence à avoir du retard sur les choses. Quelqu'un qui commence à faire des heures supplémentaires sans raison. Parce que des fois, on peut avoir des heures supplémentaires, il y a une bonne raison, mais sans que moi, je trouve une explication à ça. Donc c'est ce genre de choses-là qu'on va pouvoir identifier. C'est le changement de la rupture de comportement par rapport à comment on connaît la personne habituellement. Ouais, qui fait un warning en disant « Ouh là, il y a un souci ». Oui. Puis aussi, ce qui peut aider pour un chef, c'est de repérer dans l'équipe qui est le plus à risque. Parce que souvent, les personnes les plus à risque, c'est les personnes de type fort. On ne les regarde pas vraiment avec ce biais-là. Parce qu'ils se débrouillent. On se dit tout va bien, puis je m'occupe plutôt de ceux qui me demandent de l'aide, qui sont plutôt fragiles, vulnérables, etc. Et je n'ai pas vraiment l'habitude de regarder ceux de type fort avec une idée de « mais est-ce qu'ils vont bien ?» Donc en fait, en termes de conseils, c'est vraiment
Être à l'écoute des gens, observer, regarder. Évidemment, en termes de management, donner du sens et du plaisir au travail, mais ça, c'est presque, j'ai envie de dire, le b.a.-ba, effectivement. Et puis, dès qu'il y a un changement, avoir un petit warning qui dit « Oups, là, attention, il peut y avoir un risque », en tout cas, pour pouvoir amorcer la discussion. En tout cas, ça doit être quelque part en tête de quelqu'un qui dysfonctionne. C'est pas forcément volontaire, c'est pas forcément un problème d'organisation, ça peut être un problème de burn-out. Voilà, ça peut être autre chose. Parce que ça peut être mal interprété de la part du chef, de se dire ah, mais alors cette personne, elle doit changer, son organisation n'est pas bonne, elle fait des erreurs, il faut qu'elle corrige son comportement, etc. Alors des fois c'est vrai, puis des fois c'est à cause d'un burn-out. D'accord. Et au niveau individuel, est-ce que j'ai peut-être des signaux corporels ou autres que comportementaux? Est-ce que j'ai d'autres signaux? Oui, alors au niveau individuel, on va sentir une fatigue qu'on appelle une fatigue de tension. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses en tête. C'est comme si dans la tête c'est surchargé. Okay. Rien envie de faire, dans le sens j'ai plus d'envie de me mobiliser. Un élan comme donc ça, ça qui est veut un peu dire parti. ça va se manifester par une suractivité au travail, comme si je brasse de l'air, et un désengagement dans la vie privée. Okay. J'ai plus d'envie de voir mes amis, de m'occuper de mes enfants, etc. Donc il y a vraiment cette grande différence. Après, ça va se manifester en termes émotionnels, une hypersensibilité émotionnelle qui va commencer à arriver, une impression de saturer de tout, en fait. Comme si, mais encore des problèmes, maintenant je ne peux plus voir les problèmes, il y en a déjà tellement, comme s'il y avait une surcharge quelque part, en fait. Ça va se manifester aussi par... comme si le travail prend de plus en plus de place dans notre vie. Je ne suis plus au travail, je suis dans ma vie de famille, par exemple avec mes enfants, et puis je suis encore en souci, je rumine des choses du travail, est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai pas fait ça, nanana, etc. Comme si j'étais plus disponible pour ma vie privée. Puis ça devient grave parce qu'on n'a plus de possibilité de récupérer, en fait, quand on fait ça. Si je suis dans ma vie privée, et puis que je me change les idées, que je fais plein d'activités avec mes enfants ou avec mes proches ou mes amis, etc., ça va me permettre de me revitaliser, en fait, de retrouver une qualité d'être avec moi-même, de me sentir bien, et je vais retourner au travail le lendemain, sûrement d'une manière renouvelée. Ouais, ces ressources dont tu parlais tout à l'heure. Et si, par contre, je suis dans ma vie privée et que je continue à penser à tous les soucis que j'ai, aux difficultés professionnelles qui me stressent, ça va continuer le stress dans ma vie privée. Donc je vais continuer à avoir peur, à être dans une certaine inquiétude, donc me tendre dans mon corps, à la place de profiter de l'occasion que je suis plus au travail pour pouvoir me donner de l'air et puis me relaxer. D'accord. Et puis maintenant, allez, on a la situation, on est en situation de burn-out, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut toujours demander de l'aide. Enfin, c'est la première chose à laquelle il faut penser. Demander de l'aide, c'est d'abord faire un bilan chez son médecin généraliste qui doit évaluer la situation. Le stress chronique, ça peut aussi faire beaucoup de carences, donc c'est vraiment nécessaire de faire un bilan de santé au niveau de l'organisme, pas seulement au niveau mental ou psychologique. Le côté corporel. Le côté corporel, il faut qu'il soit... Et puis aussi, le burn-out, ça peut être confondu avec d'autres pathologies, comme par exemple des troubles du sommeil. Les apnées du sommeil, ça peut amener le même genre de symptômes aussi. Donc pour déduire que c'est le burn-out, il faut exclure que ce n'est pas certaines pathologies physiques qui pourraient amener les symptômes. Deuxième chose, c'est avoir une aide, un soutien psychologique par un professionnel qui connaît le burn-out. Donc il n'y a pas tous les psychothérapeutes, psychiatres qui peuvent accompagner le burn-out. Le burn-out, c'est une prise en charge très spécifique. On ne traite pas le burn-out comme on traiterait une dépression. Donc actuellement, il n'y a aucun médicament qui guérit du burn-out. Ça peut être un peu soulageant de prendre peut-être un anxiolytique, un somnifère, etc. Un peu comme une béquille, quoi. Mais ça ne guérit pas, en fait, le burn-out. Si j'attends qu'un médicament miracle me sauve la situation, ça ne marchera pas. En fait, c'est vraiment sur le comportemental qu'on va devoir travailler, quoi, si je comprends bien. Alors, dans le traitement, il y a 3 phases dans le traitement. La première phase, c'est remonter le niveau d'énergie, revenir à soi. Ce qui va aider, c'est 2 piliers, c'est consolider le sommeil et l'activité physique la journée. D'accord.
l'activité physique, c'est essentiel parce qu'en fait, le burn-out, c'est créé par le stress. Le stress, c'est quoi? C'est le corps se prépare à une action physique. Typiquement, attaquer, fuir. Donc, on reste vraiment à une réaction archaïque. Le stress, c'est une réaction archaïque instinctive. Et puis, ce qui se passe dans notre vie courante, c'est qu'on stresse beaucoup, mais on ne bouge pas suffisamment le corps. Donc, il n'y a pas de porte de sortie pour toute cette énergie on doit la décharger, compressée en fait. à l'intérieur. Ouais, donc, il faut trouver des moyens de décharge. Alors ça, c'est valable en prévention, mais aussi, bien sûr, dans la en situation. traitement. Dans le traitement, l'autoroute pour se sentir mieux, c'est pas se reposer, c'est être en activité physique. C'est un peu contre-intuitif. J'ai pas dit activité sportive, hein, c'est activité physique. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils font du bricolage, ils rangent chez eux, ils vont se balader, ils peuvent, je sais pas, faire la cuisine, jouer avec les enfants à quatre pattes, jouer aux animaux. Enfin, tout ce qui fait que ça bouge un peu le corps, qu'on se réchauffe, on s'essouffle un peu. Puis oui, ça peut être vu comme un effort parce que les gens n'ont pas envie de se mobiliser parce qu'ils sentent cette fatigue qui est plombante, en fait. Tout à fait, Mais ils se rendent compte que plus ils se mobilisent dans le corps, de cette manière, plus ils expirent aussi. On a des clés aussi qui aident à décharger. Hein. C'est l'expire, en fait. Plus ils font ça, plus ça donne une fluidité. Ils vont mieux dormir la nuit. Et puis, ils peuvent lâcher. Et aussi, tout ce qui est émotionnel, ça passe plus par le corps. Donc, ça aide vraiment à se renouveler. C'est possible dans la nature. Parce que la nature, c'est beaucoup plus régénérant qu'être à l'intérieur. D'accord. En fait, c'est un peu remettre en place un cercle vertueux et puis de relancer la machine, en fait, gentiment, quoi. Alors, gentiment, on s'entend, mais... Alors, en fait, les gens que moi j'accompagne, ils sont très actifs dans l'arrêt de travail. Donc, la première phase, c'est ça. Deuxième phase, ils doivent aller plus loin. Ça veut dire qu'ils doivent comprendre quels étaient les facteurs de risque, qu'est-ce qui a provoqué le burn-out, appliquer des changements, les tester, les entraîner aussi. Déjà en arrêt de travail, si par exemple je me rends compte, c'est vrai que je ne sais pas dire non, je dis trop oui, etc., ils vont déjà pratiquer, poser des limites dans leur vie privée pour apprendre, s'entraîner à le faire, pour pouvoir après, par la suite, le faire au travail. Et tout ça, c'est très important qu'ils comprennent qu'est-ce qui leur est arrivé, pourquoi ça leur est arrivé, pour qu'ils puissent changer ce qui a changé. Éviter que ça revienne, quoi. Sinon tu risques de retomber dans le même Sinon, c'est sûr, il y a 100% de risque de rechute. Donc en fait, la guérison du burn-out, ça vient... C'est pas on est guéri parce que je redeviens la même qu'avant, c'est je suis guérie parce que je suis différente qu'avant. Et je dois construire cette différence. Changer la différence. Ce changement. Puis dans cette deuxième phase, on est encore en arrêt de travail, c'est hyper important de faire un réentraînement intellectuel. Parce qu'un des symptômes aussi qui est important, c'est une perte de concentration, perte de mémoire, difficulté à s'organiser. Donc c'est une atteinte au niveau cognitif. Pour retrouver ces facultés cognitives, il faut réentraîner le cerveau. Donc si les gens ils font que se reposer en arrêt de travail, qui ne sont pas sollicités dans leur intellect, ils n'arrivent pas à reprendre leur cognitif. Donc ils font des exercices de mémorisation, de concentration, des jeux, tout réentraîner en fait. Et ils doivent le faire tous les jours. Donc il y a quelque chose à réentraîner au niveau cognitif. D'accord. Et puis, c'est la troisième phase, je n'ai pas dit la troisième phase. Troisième phase. La troisième phase, c'est le retour au travail. D'accord. Donc on n'attend pas d'être complètement bien guéri pour retourner au travail. On retourne au travail, on n'est encore pas complètement bien. C'est pas du 100%. Mais c'est le retour au travail qui va terminer la guérison, en fait. C'est le fait d'être de nouveau dans un contexte de stress, d'exigence, qui va faire que je vais me réhabiliter, que je vais développer des moyens pour faire face à ce contexte difficile autrement. Il y a une part on peut faire en arrêt de travail, puis après il y a l'autre part où ça va se faire pendant le retour au travail. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un retour au travail partiel, parce que les personnes sont pas encore, elles n'ont pas l'énergie comme d'habitude, elles ont encore besoin de récupérer.
Et en même temps, ben, c'est le travail qui va les aider à se Remettre le reconstruire. pied. Ouais, ouais. Et puis j'imagine aussi que du coup, il y a aussi tout un lien avec le monde professionnel, l'entreprise, quoi, pour que ça se passe bien, le retour au travail aussi. Non, Donc, moi je le fais pas. Alors j'ai des ok, collègues qui le font. ok. Moi je responsabilise vraiment le patient ou la patiente Mhm. de son propre retour. Ok. Puis je trouve que c'est plus valorisant de le faire comme ça. Il y a des personnes même qui disent pas ils ont fait un burn-out à leur entreprise. Donc ils reviennent au travail et puis ils doivent se réhabiliter, se dépatouiller d'eux-mêmes. Moi, je trouve que c'est plus responsable. Enfin, j'essaie vraiment de faire en sorte qu'ils soient responsables, de demander ce dont ils ont besoin, de communiquer aussi au chef ce qui est nécessaire pour le retour. Mhm. On l'entraîne, hein, c'est quelque chose qu'on entraîne encore en arrêt de travail, l'entretien avec le chef direct. On prépare vraiment le retour ensemble et après, Faut que ils y vont en ils y vont, fait. ouais, ouais. C'est aussi valoriser ce côté de profil de type fort. Si on a une attitude vis-à-vis de ce profil trop infantilisante ou Ouais, ça va trop pas leur plaire, hein. oui, Mhm. mais je vais vous aider, je vais venir avec vous Mhm. pour parler à votre Mhm. chef, etc. Ça va pas. Moi, psychothérapeute, je viendrais dans l'entreprise, ce serait Ça pas joue pas. juste, en fait. D'accord. Mais je posais cette question parce que finalement, on disait tout à l'heure, il y a aussi un contexte professionnel qui peut amener à, mais si le contexte ne change pas, enfin, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent quitter l'entreprise parce qu'en fait, c'est juste pas possible de... Ou est-ce que finalement, ça marche chaque fois Alors, c'est ce que tout le monde pense, que c'est pas possible de retourner dans un contexte qui a créé le Oui, burn-out. c'est ça, un peu, ouais. L'expérience que moi je fais en cabinet, c'est que j'ai à peu près 80% des gens en burn-out grave qui vont retourner dans le même contexte professionnel, dans le même poste de travail. Ok, ouais. Et ça tient la route. Ah, Ça veut fantastique. dire que la marge de manœuvre individuelle, Elle est heureusement, elle énorme. est assez grande. Mhm. Et on peut agir là-dessus. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'espère pas que ça change. Mais pour effectuer un changement au niveau organisationnel, ça prend beaucoup plus de temps Mhm. aussi. Donc moi, si j'attendais que ça change dans l'entreprise pour pouvoir permettre à la personne de retourner à son travail, je pourrais attendre encore 6 mois, une Ouais, tu année. dis, poser la Ce lettre de serait démission, absolument dommage. ça ira plus vite. Et puis Ouais. le fait de vouloir quitter son travail, c'est d'abord un symptôme. Pour moi, ce n'est pas la solution. Ok. Donc tous les gens burn-out, ils vont avoir envie de quitter cet endroit parce qu'ils se disent, je me suis brûlé là, je ne veux pas y retourner. Mais c'est Parce que ça, je suis pas maso. je veux Ouais. pas de nouveau me brûler. Mais en fait, le changement qu'ils effectuent sur eux-mêmes, la compréhension, la conscience qu'ils mettent, les changements qu'ils vont entreprendre lors du retour au travail, c'est ça qui fait la différence en fait. Je trouve super intéressant parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un côté un peu de devoir subir, de chaque fois se dire, mais finalement, je vais pas arriver à retourner parce que c'était déjà difficile pour moi et je retourne là-dedans. Donc en fait, ça donne beaucoup je trouve, d'autonomie aussi et de Oui. responsabilisation de la personne elle-même. Donc ça, Puis c'est chouette. ça a beaucoup de sens en fait de le faire comme ça. Les gens qui se reconstruisent, qui comprennent ce qu'il faut changer, Mhm. qui changent au retour au travail, dans le même travail, dans les mêmes conditions difficiles, et ils voient que ça marche, c'est extrêmement réhabilitant. C'est valorisant, ouais, c'est super. Ouais. Les personnes qu'on surprotège, puis qu'on dit « Ouh là là, non, mais il ne faudrait plus travailler dans un Attention. contexte comme Mhm. ça, c'est pas pour vous, etc. » Ils vont croire qu'ils ont des séquelles, puis qu'ils sont plus capables de travailler avec du stress. Mais il y a tellement d'endroits de boulot, de jobs intéressants où il y a du stress. Donc les handicapés pour rien pour moi. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a des séquelles suite à un burn-out ou pas? Alors en principe, il n'y a pas de séquelles. Okay. Au niveau du corps, il n'y a pas de séquelles. Mais ça demande un bon accompagnement pour bien guider la personne dans tous ces changements. Si la personne elle est mal orientée, mal accompagnée, et puis qu'elle se débrouille par elle-même, par exemple, elle va passer, je sais pas, 2 mois chez elle à se reposer, mais qu'elle ne se pose pas des questions sur qu'est-ce qu'elle doit changer, elle n'a rien compris à ce qui lui est arrivé, elle change de travail. Oui, après, il y a un risque, finalement, qu'elle pourrait interpréter comme séquelle. Par exemple, si quelqu'un ne fait pas un réentraînement intellectuel, la personne ne retrouve pas ses facultés cognitives. Elle pourrait considérer « Ah, mais j'ai une séquelle, j'arrive plus à me concentrer comme avant. » Et en fait, pas. Mais C'est juste parce qu'elle n'a pas appliqué la bonne chose. C'est ça. En fait, toute la prise en charge, elle est super importante. Elle est essentielle, oui. D'accord.
Et si maintenant, tu vois, les gens qui nous écoutent, on devait leur donner une espèce de boîte à outils, enfin, ça, comme ton bouquin, à part lire ton livre, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme truc, peut-être, et pour les personnes qui sont victimes, enfin, qui ont cette situation, ou les personnes qui accompagnent, je sais pas, 3 trucs pour chacun des 2 publics. Alors, individuellement, pour moi, ce qui est très important, c'est de savoir qu'on est à risque de burn-out, de connaître les facteurs de risque, ça veut dire d'avoir une manière de pouvoir s'évaluer régulièrement. Puis comment on s'évalue, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui m'use dans mon travail? Il y a plein d'éléments. Qu'est-ce qui me redonne l'énergie, qui sont mes ressources au travail? Il y a plein d'éléments. Et puis d'essayer de construire un équilibre entre les deux. Ça, c'est vraiment une base pour moi, au niveau individuel. Deuxième base, c'est avoir des moyens de décharger le stress. Puis ça, c'est vraiment physique. Le mouvement. On est trop sédentaire actuellement. Il y a deux facteurs majeurs de notre société qui font qu'il y a plus de burn-out aujourd'hui qu'il y a 50 ans en arrière. Le premier, c'est la sédentarité croissante. On est de plus en plus sédentaire, et dans le travail, et dans la vie privée. Ça pose vraiment un problème. Il n'y a plus de porte de sortie pour le stress. Puis le deuxième facteur, c'est les nouvelles technologies qui font qu'on a le bureau dans la poche. Ça veut dire que c'est plus compliqué de mettre des limites à notre travail pour éviter que ça prenne la place, envahisse notre vie privée. Donc c'est ça qu'on peut conseiller, c'est décharger le stress, ça veut dire se mobiliser davantage, apprendre à le faire aussi dans le quotidien. Puis c'est vraiment la question à se poser, c'est comment je me défoule. C'est pas comment je me change les idées, c'est comment je me défoule. C'est vraiment physique. C'est physique. C'est vraiment physique, Puis la troisième chose qu'on peut conseiller, c'est de faire en sorte que le travail reste à sa juste place de notre vie. Qu'il ne prenne pas toute la place. On a une question quand on se connaît pas, on se dit ah voilà, je m'appelle Catherine, et toi, nanana. Puis après, la question suivante qu'on pose, c'est tu fais quoi dans la vie? Sans doute, oui. Et quand je te pose cette question-là, tu vas pas me dire ah oui, je fais ça comme loisir, etc. Tu vas répondre mon travail, c'est mon identité. L'identité professionnelle est super importante dans notre société. Donc c'est remettre le travail à sa juste place, dans le sens que c'est pas tout ce que je fais dans ma vie. Je suis pas mon rôle professionnel. Je suis beaucoup plus vaste que mon rôle professionnel. Puis quand j'ai un problème dans mon travail, c'est qu'une petite part de ma vie, en fait. Si je suis complètement identifiée à mon travail, c'est comme si toute ma vie a un problème. Donc il y a vraiment à avoir une saine distance, pouvoir habiter notre vie privée autrement et préserver notre vie privée des ruminations professionnelles. Oui, donc on a c'est au niveau individuel. Au niveau d'un responsable ou d'un chef ou de l'entreprise ou manager ou chef de proximité ou tout ça, ou même collègue à la limite. Moi je dis toujours la première chose à faire si on est collègue ou manager, c'est je vais comment moi, parce que je suis dans le même contexte. Ah oui, donc d'abord la moi première et après chose les à autres. faire, c'est se poser la question comment moi je vais. Parce qu'il y a de fortes chances que je sois influencée aussi. Impactée aussi, et puis, la deuxième chose, c'est avoir une idée des signaux d'alerte ou de comment ça pourrait se manifester pour pouvoir dépister au mieux quelqu'un. Et puis, comme j'ai dit avant aussi, c'est important de savoir juste ce principe de base, si je veux aider quelqu'un, qu'est-ce qu'il use dans son travail, comment elle se ressource dans son travail, puis de voir comment je peux l'aider à réfléchir pour équilibrer un peu les choses. Voilà, je dirais que c'est ça l'essentiel. Après, bien sûr, que tout ce qui peut aider, c'est d'avoir une idée. En fait, j'ai une checklist où il y a tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour prévenir le burn-out de manière individuelle. Ça, c'est bien de rappeler les bonnes choses à faire. Ça donne des idées en plus. Voilà. Et puis, voilà. Après, si c'est quelqu'un dans mon équipe, je dois vérifier comment vont le reste de l'équipe aussi. Et puis ça, encore une fois, c'est toujours cette même grille, usure ressources, qui va vraiment aider les responsables à y voir un peu plus clair. Parce que souvent, il y a une mauvaise interprétation des choses.
de la part du collaborateur, si je ne vais pas bien, c'est à cause du chef, il me donne trop de boulot. De la part du chef, si la personne ne va pas bien, c'est qu'elle ne sait pas se préserver du stress. C'est ça. C'est un peu binaire comme... Puis en plus, il y a un côté, je charge le bateau, quoi, tant qu'à faire. Puis donc il faut donner des ressources, une grille de lecture pour permettre et aux collaborateurs et au chef d'y voir plus clair de manière détaillée. Parce que ce n'est pas forcément la solution, même si ce serait souhaitable, hein, de rajouter une personne dans l'équipe ou 2 personnes, puis qu'il y ait plus de monde. Ce n'est pas ça qui va forcément prévenir le burn-out. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai une petite question. On a parlé en préambule des arts martiaux. Hein. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte ou quel lien tu ferais avec le monde professionnel? Alors, les arts martiaux, ça m'apporte énormément, surtout dans l'histoire de lâcher mon travail. Quand je vais au dojo, c'est comme si ça me permet d'être dans un autre monde. Et puis quand je suis en combat avec un partenaire, une partenaire, je ne peux pas penser à mon travail ou des soucis professionnels ou à autre chose. Je suis complètement dans le moment présent, dans l'instant en fait. Et puis après, il y a beaucoup de vertus au niveau, bien sûr, du mouvement, de la décharge physique que ça peut faire. Ça me vide absolument complètement la tête. Donc ça me permet de passer du mental au corps aussi, ce qu'on a besoin de faire dans notre quotidien. Hein. Donc ça me vitalise. C'est pas que ça me prend de l'énergie, au contraire, ça me donne de l'énergie en le faisant parce que je suis en mouvement et parce que j'expire, parce que je suis dans ce qui se passe dans le moment présent. Ça me donne aussi une disponibilité à moi-même parce que je suis à l'écoute de mes sensations. Plus que si je suis dans ma tête en train de réfléchir à autre chose ou à l'avenir ou à me projeter dans le passé. Hein. Donc ça a beaucoup de vertus en fait. Merci beaucoup Catherine pour toutes ces informations. Donc je le rappelle, hein, ton bouquin, La boîte à outils de la santé au travail. Avec votre santé au travail. Votre santé au travail, oui, pardon. Avec justement cette boîte à outils un peu plus, avec les 54 outils clés en main, plus les 3 vidéos d'approfondissement. Oui. Et puis pour débuter, on peut carrément partir avec notre petite feuille, faire les 2 colonnes, la colonne ressourcement et la colonne qu'est-ce qui m'empêche. Oui, et puis, au travail. Et puis après, il y a un deuxième livre que j'ai écrit pour les gens en burn-out. D'accord. Comment rester vivant au travail, pas dans le sens qu'on serait mort ou vivant, hein, mais plutôt dans le sens comment avoir une bonne vitalité au travail. Vivifier, enfin ouais. Et puis c'est vraiment un guide pour sortir du burn-out. Donc c'est tout ce qu'il faut savoir pour guérir du burn-out dans cet ouvrage-là. Merci beaucoup pour tous ces trucs et astuces. Et puis, je te souhaite une toute belle journée. Merci, à toi aussi. Merci beaucoup. Vous appréciez le podcast Tipeee Talks? Alors n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant et en le partageant autour de vous.